Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Vous connaissez le principe, appelez-nous. On vous passera à l'antenne, on essaiera autant que faire se peut de vous passer à l'antenne vers 18h30. Appelez-nous donc au 01 55 07 58 00 depuis la France et de partout ailleurs dans le monde, notamment de Lubumbashi, de Montréal, de Cotonou, de Washington DC. C'est le 0033 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site, bien sûr, africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Au sommaire du Grand Débat, aujourd'hui, le défi de l'énergie en Afrique. L'ancien ministre français Jean-Louis Borloo, qui a choisi de se retirer de la vie politique, s'investit désormais en faveur du continent africain avec sa fondation Énergie pour l'Afrique. Enfin, on va préciser que ce n'était pas encore une fondation, c'était une fondation en devenir. Il aura rencontré ces derniers mois pas moins de 30 dirigeants africains pour obtenir leur adhésion à un projet plutôt ambitieux, la fourniture de l'énergie électrique à l'ensemble du continent africain d'ici à 2025. Le projet piloté par son association, qui sera donc une fondation dans quelques temps, a été présenté cette semaine à Paris lors d'une conférence de presse marquée par la visite surprise de François Hollande, le président français. Quels sont les tenants et aboutissants de ce projet et en quoi se distingue-t-il de ceux initiés par les divers partenaires étrangers des pays africains? Réponse dans ce grand débat. Débatteur polémiste invité, Maître Brice Zamba, bonsoir. Bonsoir mon cher Francis. Bonsoir Maître. Avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Et l'émission est réalisée par Hélène Bizio. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat. Vous trouvez également le Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Bienvenue à tous nos nouveaux amis. Merci à nos amis co-débatteurs sur la toile sur facebook.com/le Grand Débat. Merci d'être là. Tout de suite, sans plus tarder, j'espère qu'il est en pleine forme, qu'il va nous livrer son info perso. On conserve la tradition, on va y souscrire d'ailleurs. On va écouter l'info perso du débatteur. Oui, Africa numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs. Waouh, dis donc, vous êtes parti très vite, hein. Donc, allez-y. Oui, mon cher Francis. Alors, donc c'est un peu l'enthousiasme de reprendre contact avec nos auditeurs. Alors, en ce qui concerne le coup de cœur ou coup de gueule, je laisse le soin à nos auditeurs d'en juger. En tout cas, l'électrification de l'Afrique était un vieux serpent de mer. Cette idée était déjà soutenue en son temps par le professeur Cheikh Anta Diop dans son livre « Fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire ». Cette idée, quoique généreuse, soutenue avec force par Cheikh Anta Diop dès 1974, n'a jamais trouvé de preneur sur le plan politique car sa réalisation devait se faire dans le cadre d'un État fédéral africain, par des Africains et pour des Africains. Pour ce faire, le barrage d'Inga au Congo démocratique devait jouer un rôle important ainsi que l'énergie solaire. Aujourd'hui, cette idée de Cheikh Anta Diop, dont personne ne voulait entendre parler, aussi bien en Afrique qu'en Occident, parce que portée peut-être par un fédéraliste militant de la souveraineté africaine, revient aujourd'hui avec force par M. Borloo, revêtu de ses habits de lumière. Bien évidemment, comme l'idée vient d'un Français, d'un Occidental, avec le parrainage du défunt président éthiopien Meles Zenawi, les chefs d'État africains semblent ravis puisqu'ils espèrent n'avoir rien à payer. Pourquoi dépenser l'argent issu des richesses de leur pays pour faire le bien de leur population, puisque les pays riches vont tout payer? Pourquoi ce subit intérêt de l'Afrique par Borloo? Espère-t-il, à travers son grand coup émotionnel et compassionnel pour les pauvres, je termine, mon cher Francis, revenir en force politiquement en France sur le terrain de l'écologie, qui financera donc les 4 milliards par an du fonds qu'il est en train de mettre en place? Et quelles sont les contreparties que les États africains vont devoir payer en retour de cette générosité? Alors, à toutes ces questions, seule l'histoire répondra, mais moi, je dirais comme Laocan, c'est grec, que je me méfie des Grecs, même quand ils m'apportent des cadeaux. Oui, merci beaucoup. C'était votre éditorial qui était un préambule, une sorte d'entrée en matière pour notre débat du jour. Africa. Retrouvez le Grand Débat 24h/24 en podcast sur le site www.africa1.com, rubrique Le Grand Débat. On le sait, la question de l'énergie est au centre des projets de développement en Afrique. Au quotidien, les populations sont confrontées à la pénurie d'électricité, au délestage et autres réseaux défectueux.
Alors que l'accès aléatoire à l'électricité demeure un frein au développement économique du continent, l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo vient de lancer un vaste projet d'électrification de l'ensemble des pays africains. Pourquoi donc cet engagement en faveur de l'Afrique? Parce que selon Jean-Louis Borloo, je cite, « L'Afrique, c'est l'avenir de l'Europe et que, dit-il, l'obscurité, c'est l'obscurantisme. » Détail et explication dans ce grand débat avec nos invités. Olga Johnson, bonsoir. Bonsoir. Conseillère de Paris, élue dans le 17e arrondissement de la capitale, chargée des relations avec les institutions et avec la diaspora de la Fondation Énergie pour l'Afrique, fondée donc par Jean-Louis Borloo, membre fondateur de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Merci d'être avec nous. José Menebert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Économiste, spécialiste des questions de développement et de coopération que nous connaissons bien, évidemment, dans cette émission. On va commencer avec vous, Olga Johnson. Dites-nous les grandes lignes de ce projet. Pourquoi cet intérêt que certains jugent soudain de Jean-Louis Borloo pour l'Afrique? Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. L'intérêt n'est pas soudain. J'ai entendu des propos tout à l'heure, le coup de gueule. Je l'ai noté parce que la phrase quand même « intérêt compassionnel pour les pauvres », je trouve ça même un peu méprisant pour les Africains. Ce ne sont pas des pauvres. Ce n'est pas un intérêt compassionnel pour les pauvres. Tout le monde sait que Jean-Louis Borloo, depuis 2009, s'intéresse à cette question, même bien avant, puisqu'il avait le désir, on va dire, secret, même de s'installer une partie de sa vie en Afrique. Il a toujours porté ce projet, qui n'a pas pu aboutir. Et justement, quand il a eu ce projet, qu'il a commencé à regarder un petit peu comment ça pouvait se faire, il a été confronté au problème du délestage. Et c'est comme ça qu'il a pris conscience du problème de l'électrification. Donc, je vous parle de quelque chose qui remonte à 2008-2009. Il a été ministre de l'écologie. Il y a eu tous les grands plans justice-climat. Beaucoup de travail a été fait à cette époque-là. Et avec les chefs d'État et de gouvernement à l'époque, quand il était ministre de Nicolas Sarkozy, il avait déjà commencé à travailler à cette question. Une étude a été faite pays par pays, vraiment au moment du sommet de Copenhague. Donc l'idée, la prise de conscience vient de là. Il vous a pas échappé que Monsieur Borloo a eu un accident de santé personnelle, s'est retiré de la vie politique. Quand vous êtes malade, quand vous avez du temps pour réfléchir, que vous vous déconnectez, vous réfléchissez à ce qui fait le sens de votre vie, ce qui est important pour vous. Faire de la politique, ce n'est pas simplement être député ou être élu, c'est aussi s'engager dans la cité. Je pense qu'il a prouvé en faisant le plan de rénovation urbaine, c'est quand même lui qui a créé l'ANRU. Si certaines barres HLM ont disparu dans les quartiers, c'est parce qu'il l'a souhaité porter avec des équipes. C'est exactement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, s'il y a une chose dont on peut pas le soupçonner, c'est de le faire à titre personnel et pour un petit peu sa promotion personnelle. On va évidemment étudier le fond de cette initiative, en tout cas les tenants et aboutissants. José Menebert, rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Enfin, en préambule, quelques mots déjà. Quand vous avez donc entendu parler de cette initiative, quelle a été votre réaction? Quelle est votre première appréciation, je dirais, de cette démarche de Jean-Louis Borloo? Pour moi, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Madame Johnson. Je me suis dit, est-ce que c'est sa maladie qui a contribué un peu à le rendre, on va dire, aussi sensible à des choses crucial pour le développement tel que l'électricité. C'est vraiment à cela que j'ai pensé. Je pense que quelque part, ce n'est pas vain de le dire. Mais je me suis aussi dit, voilà que le 21e siècle, par manque de capacité des gouvernants africains d'assumer leurs responsabilités, ce sont les anciens colonisateurs qui devront le faire à leur place, parce que tout compte fait, quand on regarde les statistiques, d'ici 2050, la population africaine va doubler. Aujourd'hui, on a plusieurs bateaux qui traversent la Méditerranée. Ça risque d'être le triple, voire le quadruple, qui va traverser la Méditerranée si rien n'est fait pour les Africains. Et Jean-Louis Borloo lui-même le dit, l'Afrique est le principal relais de croissance de l'Europe. Donc, quelque part, il y a aussi une motivation d'avoir un nouveau partenariat gagnant-gagnant entre la France et l'Afrique. À défaut, ils seront éjectés par les Chinois et les autres émergents. On va évidemment comprendre tout cela. D'abord, Olga Johnson, le projet a été présenté hier lors d'une conférence de presse à Paris.
Et François Hollande y a effectué une visite surprise pour soutenir le projet. Comment vous interprétez ce geste du président français? On l'attendait pas hier à ce point de presse. Ça veut dire que l'État français apporte son soutien plein et entier à ce projet? Sans aucune réserve. Sans aucune réserve. Jean-Louis Borloo, quand il a pris son initiative, est allé voir François Hollande, lui a présenté le projet. Il a coutume de dire, Jean-Louis, que l'heure de l'Afrique a sonné et que l'Afrique n'attendra pas ou n'attendra plus. Vous venez de dire il y a quelques minutes que la population a doublé 2 milliards d'habitants. C'est pas rien. 2 milliards d'habitants, dont 25% seulement qui ont accès à l'énergie, à l'électricité, c'est quand même un vrai problème. C'est un choc démographique important, et il dit d'ailleurs que ça peut être notre plus grand relais de croissance ou notre plus grand drame. Vous parliez du problème de l'immigration, des risques qu'il y avait quand même. La jeunesse de l'Afrique quand même hésite entre révolte et espoir, on le sait. Sur votre antenne ici, vous abordez souvent ces questions-là, et le consensus est clair et partagé. L'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la santé, et je pense que l'électricité, après l'eau, qui est vraiment l'élément indispensable, vital, un service essentiel, il y a l'électricité. Bon, on va même plus loin. Il dit finalement l'accès à la lumière est aussi une manière de prévenir des graves crises sociales, y compris même, je dirais, une manière de prévenir une confrontation, dit-il, entre l'Afrique et l'Europe. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Bon, on force le trait forcément à certains moments pour mieux se faire comprendre. Oui. C'est pas vraiment le sujet. Moi, José Benébert parlait d'un exode massif, éventuellement, tous ces les Africains qui partiraient de chez eux, si évidemment franchement, la sans paupérisation c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc la lumière, enfin l'électricité, est au début et à la fin de toute chose. De la lumière, en tout cas, naît quand même l'intelligence, l'accès à la culture. Enfin, quand on voit des enfants pour étudier, il faut de la lumière. Il y a quand même quelques risques. Moi, je viens d'un pays, le Bénin, où certains enfants encore aujourd'hui n'ont pas d'électricité pour faire leurs devoirs. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est où il n'y a pas d'accès à l'énergie, à l'électricité, il fait pas ses devoirs, ça veut dire qu'il travaille pas, qu'il va être en échec scolaire, ou il s'éclaire par des lampes à pétrole, et on a vu qu'il y avait quand même des risques d'accidents. Il y a eu beaucoup d'accidents liés à l'inflammation de ces matières-là. Et simplement, moi, j'accepte pas que des femmes en Afrique meurent en couche parce qu'elles n'ont pas pu avoir les soins adéquats, parce que le dispensaire avait pas de groupe électrogène. C'est aussi simple que ça. Oui, le problème, c'est que ces enfants qui n'ont pas de lumière pour faire leurs devoirs le soir venu, la nuit venue, c'était déjà comme ça il y a 50 ans. C'est bien là le drame. Et ce n'est pas une raison pour que ça continue. Absolument. On va marquer une pause. Retour du grand débat dans 2 minutes. C'est pour la publicité. On va poursuivre donc ce débat avec nos invités. Parlons du défi de l'énergie en Afrique. Olga Johnson est avec nous, José Benébert également, et Maître Brice Zamba, notre débatteur polémiste invité. Ne partez pas. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le défi de l'énergie en Afrique. Nous en parlons avec Olga Johnson, chargée des relations avec les institutions et avec la diaspora de la Fondation Énergie pour l'Afrique, fondée par Jean-Louis Borloo. Olga Johnson est également conseillère de Paris, élue dans le 17e arrondissement de Paris, membre fondateur de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. José Benébert est avec nous, économiste, spécialiste des questions de développement et de coopération. Et Maître Brice Zamba, avocat au barreau de Paris, président du cercle de la rupture. On écoute tout de suite Jean-Louis Borloo, qui présente son projet, en tout cas, et c'est juste un extrait. En 2 mots, on a à côté de nous, 14 km de l'Europe, un continent qui double sa population en 25 ans, dont 1/4 des mamans ont accès à la lumière. Il faut bien comprendre que ce bouleversement est majeur et ça mérite un véritable plan stratégique. Je m'explique. Sans lumière, sans électricité, il n'y a pas d'eau potable, pas de croissance, pas d'éducation, pas de santé. Et à l'inverse, ce continent qui est plein de richesses, qui se développe, 5% de croissance, est notre relais de croissance majeur. Jean-Louis Borloo. Alors, José Benébert, alors c'est vrai que dans plusieurs pays africains aujourd'hui, les populations sont encore confrontées à la pénurie d'électricité. On connaît les délestages, les réseaux défectueux d'électricité, bref, l'accès aléatoire à l'électricité qui plombe, on le sait, l'activité des entreprises en Afrique et qui décourage les investisseurs, évidemment. Pourquoi on est toujours confronté à ce problème récurrent?
Est-ce qu'il s'agit d'une volonté politique? Est-ce qu'il s'agit, je dirais, de mauvaises orientations prises dans la gestion des États? C'est quand même une question qui est au cœur de la vie des nations, en quelque sorte, l'énergie électrique. Pourquoi on ne prend pas cette affaire au bras le corps? Parce qu'à bras le corps, ça fait 20 ans, 25 ans que on déplore de manière constante cet état de fait. Alors, l'électricité, si vous remarquez en Afrique, la plupart des grandes sociétés chargées des concessions ou des régies en électricité, souvent, ce sont des filiales de sociétés occidentales parce que il y a une technologie derrière, que ce soit pour un barrage hydroélectrique, que ce soit pour les centrales thermiques, et encore, on n'ose même pas y penser pour les centrales nucléaires. L'Afrique est beaucoup très très loin. Il y a toute une complexité. Et là, vous me renouez avec mes premiers amours parce que j'ai commencé ma carrière dans le domaine de l'énergie. Le domaine de l'énergie est celui dans lequel interviennent plusieurs sciences. Non seulement les sciences dures, c'est-à-dire la physique, la mécanique, le génie civil pour tout ce qui est pylône, pose des câbles et autres, mais il y a aussi toute la partie prospective liée à l'évolution de la population sur le territoire. Où est-ce que les habitants vont s'installer, à quelle vitesse? Est-ce que on pourra dimensionner les câbles avec les diamètres suffisants, les pertes de charge? Est-ce que derrière la fourniture est suffisante? Les distributions vont-elles résister? Et on voit comme ça des câbles qui chauffent, qui crament, provoquent des incendies, ou à l'inverse, des lumières, ça se voit en Afrique, qui à un moment donné, vous avez l'ampoule qui, comme si la lumière baisse, mais en fait c'est la tension qui baisse. Donc c'est toute une complexité. Mais par-delà ces aspects purement, techniques, il y a aussi le fait que, et là je rejoins un peu ce que dit Jean-Louis Borloo, c'est que sans électricité, il n'y a pas de développement, il n'y a même pas de démocratie, parce que si vous vous rappelez, il y a quelques années, celui qui tenait la radio nationale en fait avait la capacité d'instrumentaliser toute la population et de gérer le pouvoir. Aujourd'hui, avec les téléphones, vous délocalisez en quelque sorte le pouvoir dans la main et le téléphone de tout un chacun, mais derrière ça, si on n'a pas l'électricité, si à un moment donné on interrompt l'électricité, on peut toujours neutraliser de graves inégalités, parce qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent avoir l'électricité aujourd'hui, c'est que la lumière en Afrique, ce sont ceux qui peuvent se payer un groupe électrogène. Un groupe électrogène, oui, avec tout ce qu'il a comme inconvénient en termes de nuisance. Et c'est vraiment le reflet typique des inégalités sociales en Afrique. Regarde, Jean-Louis Borloo estime que, je cite, l'Afrique est l'avenir de l'Afrique. L'Afrique est l'avenir de la France. Oui. Et on entend beaucoup ce genre de phrases depuis quelques temps dans certains milieux, dans certains cercles politiques parisiens. Je pense évidemment à la fondation qui a été mise en place dernièrement par Lionel Zinsou. Alors, il dit électrifier l'Afrique. Jean-Louis Borloo qui dit ça. Il dit électrifier l'Afrique constitue un vrai relais de croissance pour l'Europe. 100% d'électrification du continent en Afrique signifie entre 10 et 15% de croissance pendant 15 ans, contre 5% de croissance à l'heure actuelle et 3% de croissance supplémentaire pour l'Europe sur la même période. Alors finalement, c'est un business qui pourrait profiter à tout le monde, c'est ça? En premier lieu, à tout le monde et en premier lieu aux Africains. Le plan que propose Jean-Louis Borloo, c'est un plan de 200 milliards qui se répartit sur 7 à 10 ans. 4 milliards en fait, par ça an. fait l'équivalent de 4 milliards par an et on a calculé que ça faisait 3% du budget de l'Union européenne, c'est rien. Au regard des bénéfices pour les Africains, pour 2 milliards d'habitants, c'est pas grand-chose. Donc on peut le faire, il faut une volonté. Quels sont les profits que la Fondation Borloo, enfin j'appelle ça Fondation Borloo, ça va pas s'appeler comme ça, je suppose. Non. Il le souhaite pas spécialement. Il ne faut pas que son nom soit accolé à la Fondation. Il le souhaite pas spécialement. Il veut juste en être un inspirateur. Exactement. Quels sont les profits que la Fondation espère tirer de cette affaire? Parce que bon, voilà, quand on s'engage dans une affaire comme ça, il y a quand même un bénéfice, hein, qu'on peut attendre légitimement, je dirais, des résultats de ce genre d'initiative. Le bien-être des populations. Déjà, le mot profit n'est pas forcément... C'est une démarche philanthropique? Complètement, totalement. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. Bon, les auditeurs ne voient pas, mais il y en a qui sourient autour de moi. Moi, je décris. Mais moi, je souris aussi. Non, mais je décris pour que les auditeurs voient. Donc, je vous signale que on serait plus rassuré si vous me disiez finalement, il y a un profit à en tirer de part et d'autre. Non, il n'y en a pas. En tout cas, le profit n'est pas financier. Franchement, c'est le bien-être des populations. Et de mettre en place, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. C'est pas un business, alors. Ce n'est pas un business, c'est être le réceptacle
pour organiser la mise en place d'une agence de l'électrification pour l'Afrique, pilotée par les Africains pour les Africains. C'est ça. José Ménébert, vous y croyez à une démarche philanthropique comme ça, je veux dire, massive, finalement, c'est une grande initiative à l'échelle d'un continent. Et puis on dit finalement c'est une démarche philanthropique, c'est pour le bien, finalement c'est pour assurer le bien-être des Africains. Juste une précision. Oui. On peut pas se contenter de dire que c'est pour assurer le bien-être des Africains. C'est pour assurer le bien-être des populations. Si les Africains sont heureux, on est heureux. Si les Africains ont un bien-être, on a un bien-être en Europe aussi. Donc c'est pas, je veux pas qu'on dise les Africains et le reste du monde. Non. Ça relève de la solidarité internationale. Ça relève de la solidarité internationale et de notre responsabilité collective. Qu'est-ce que vous en pensez, José Ménébert? Vous avez dit tout à l'heure là que cette notion de l'Afrique l'Afrique l'avenir de l'Europe est une notion de plus en plus récurrente. Je rappelle qu'il y avait un rapport du Sénat, tout à fait, avec 70 mesures, avec Jean-Marie Bockel notamment. Voilà, exactement, qui était intitulé justement l'Afrique, l'avenir de la France. Donc, je pense que il ne s'agit pas que d'une démarche philanthropique, mais une démarche humaniste, parce que Humaniste, oui. Dans toute espèce, il y a aussi ce côté d'envie de survivre. Si on ne fait rien pour les Africains, je pense que la population européenne, excusez-moi d'être alarmiste, risque d'être littéralement phagocytée par la population africaine d'ici quelques années. Or, on sait que l'Afrique est capable d'héberger une population beaucoup plus élevée que celle qu'elle a aujourd'hui. Mais la seule chose qui manque, c'est la possibilité de rendre ces terres-là vivables. Et comme elles ne sont pas vivables, les Africains vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. Donc la meilleure façon n'est pas de permettre aux Africains de venir occuper l'Europe pour satisfaire souvent les besoins physiologiques dans la pyramide de Maslow, mais de les permettre de se sédentariser en Afrique. Et j'irai encore plus loin. Aujourd'hui, la plupart des Africains développent des psychoses du genre. Le sida est développé par les Occidentaux pour nous tuer. L'Ebola vient des Européens pour nous tuer, pour réduire la natalité. Et moi, je dis toujours à mes amis européens que la solution, justement, n'est pas de tomber de part et d'autre dans ce type de mesures, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais donnons à l'Afrique the American way of life, c'est-à-dire les conditions de vie de la société de consommation, et on verra que, c'est-à-dire l'éducation, l'emploi, etc., que la démographie va s'effondrer. Il faut peut-être inventer l'African way of life, ce serait peut-être suffisant déjà. Voilà. Mettre prise en bas. Oui, écoutez, moi, j'ai pris le soin d'écouter aussi bien Madame Olga Johnson que Monsieur Ménébert. Alors, je veux que tout soit un peu clair. Personne ici, en tout cas, n'est contre l'électrification de l'Afrique. En tout cas, pas moi. Je pense que personne ne voudrait. Mal placé, vous venez de personne confronté à ça en permanence. Permanent et quotidien. Donc, je pense que personne de raisonnable voudrait que l'Afrique ne soit pas électrifiée, puisqu'on sait tous les conséquences d'une électrification d'un pays ou d'un continent. Bon, voilà. Une fois que cela est dit, je pense quand même que moi, je me méfie souvent de formes d'unanimisme où tout le monde est d'accord. Je pense qu'il faut, la raison nous le commande, et c'est un peu d'approfondir, parce que moi je pense à ce que disait Frantz Fanon, que un peuple ne développe pas un autre peuple, il se développe lui-même. Je pense que c'est un principe en relation internationale qui est constant depuis que l'homme vit en société. On n'a jamais vu, en tout cas personne ne pourrait ici m'apporter une contradiction. Quand un peuple donne l'apparence de vouloir aider un autre peuple, en général, ça se termine toujours mieux pour lui, et souvent pas toujours comme on l'a dit à celui à qui on a apporté le bien. On a bien compris. Voilà, donc je le dis pourquoi. Parce que Monsieur Borloo, qui certainement est pétri de très bonnes intentions, on ne peut pas lui reprocher ça. En lisant son interview, au journal Le Monde, je crois d'hier, il soulève, puisqu'il est honnête, c'est quelqu'un d'honnête, il dit qu'il se pose en Afrique des problèmes d'expertise, d'ingénierie, et que aussi de bonne gouvernance, et qu'il ne va pas être évident de pouvoir faire les choses
comme si dans les règles de l'art, puisqu'il a soulevé Monsieur Ménébert ici, il y a des vrais problèmes d'ingénierie et d'expertise. Moi, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Oui. Il faut d'abord commencer à régler le problème de la bonne gouvernance en Afrique, le problème de la formation des cadres compétents susceptibles de mener à bien un projet aussi titanesque, que de nous vendre d'abord un projet alors que déjà les ressources humaines ne s'y prêtent pas et la gouvernance ne s'y prête pas. Merci beaucoup, mon cher maître. On va marquer une pause à nouveau et on écoutera la réaction à vos propos de Olga Johnson et José Ménébert juste après la pub. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le défi de l'énergie en Afrique. Nous en parlons avec José Ménébert, Olga Johnson et notre débatteur polémiste et invité, Maître Britt Zamba. Une réaction au propos de Maître Britt Zamba, Olga Johnson? Oui, je voulais dire à Maître Zamba que je comprends son scepticisme. Non, mais je peux le comprendre. Je comprends son scepticisme. On disait d'ailleurs tout à l'heure ici que rien n'a été fait depuis 50 ans et je comprends que les gens se demandent pourquoi tout d'un coup, aujourd'hui, Jean-Louis Borloo aurait la solution clé en main. Sauf que, il faut quand même dire une chose, si personne ne le fait, moi je considère que celui qui un jour a eu une idée, a pris une initiative, il doit aller au bout de son initiative. De toute façon, il a eu l'idée, il a eu la volonté, il a réuni les conditions pour le faire, et là on y va. Moi, quand il m'a demandé, j'ai pas hésité une minute. D'accord. Alors justement, vous dites si personne ne le fait. Alors Jean-Louis Borloo a dit qu'il a rencontré presque, je le cite, presque tous les présidents africains pour leur parler de son projet. Une trentaine, exactement. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est la réaction de ces dirigeants africains et surtout ce qu'ils comptent faire eux-mêmes pour relever ce défi de la lumière pour tous. Dans certains pays, moi j'étais au Bénin l'été dernier, ça a quand même commencé. J'ai vu aux informations à Cotonou que le président allait inaugurer des lignes installées à Bomé-Calavi. Il se passe des choses, hein. Faut pas non plus laisser penser qu'il se passe rien. Non, parce il y a des projets. Le sentiment que le public a d'emblée en se disant voilà, Jean-Louis Borloo veut effectivement mettre en place un vaste projet d'ici à 2025. Jean-Louis Borloo veut mettre que font les Africains eux-mêmes, quoi, c'est ça. Non, mais ils font des choses. Oui. Donc ça, il faut quand même le redire ici. Il y a beaucoup d'initiatives d'ampleur diverses, d'ailleurs, modestes, des initiatives un peu plus importantes. Il y a l'Agence française de développement qui fait des choses. Jean-Louis Borloo, quand il a lancé son initiative, a bien dit « Je veux être le vecteur, la locomotive ». Donc, il veut faire un plan massif. Ça veut pas dire qu'il va se substituer déjà à tout ce qui existe. Il y a quand même le fonds vert. Il y a beaucoup d'initiatives. On a un économiste ici qui pourra nous en parler, qui connaît bien les questions d'énergie. Donc, ingénieur, voilà, qui connaît quand même les questions économiques liées à l'énergie. Donc, lui, c'est pour massifier l'accès à l'électricité et à l'énergie. Et il ne faut surtout pas laisser penser que rien n'est fait. Alors, parlant de l'organisation concrète de l'opération, on a parlé de la création d'une agence spécialisée qui sera dirigée par des Africains avec une logistique française éventuellement ou sûrement. Alors, pour Jean-Louis Borloo, il dit il faut un outil africain dirigé par des Africains avec des arbitrages africains. Alors, on a aussi entendu une chose très curieuse, c'est qu'on dit, voilà, tout cela se fera sans que l'on pose aux pays concernés des conditions politiques, notamment en matière de respect de la démocratie. On ne leur demandera pas de conditionnalité. Pourquoi cette précision ? Tout simplement parce que nous considérons que les États ne doivent pas subir une double peine. C'est-à-dire que quand vous avez 25% des Africains qui sont plongés, qui sont uniquement qui ont l'électricité et pas les autres, ça ne peut pas être conditionnel l'accès à l'électricité. Ça devrait être un droit pour tous d'avoir accès à cette électricité-là, quel que soit. Est-ce que c'était nécessaire de préciser qu'on ne posera pas de conditions, qu'on n'exigera pas forcément que que les pays présentent un certificat de bonne gouvernance ou de bonne ou de respect des droits humains, de la démocratie? Vous savez, dans la résolution de Copenhague en 2009, c'était écrit, je sais plus la citation exacte, c'était un accès non conditionnel, universel, etc. à l'énergie. Olga, je vous pose la question parce que ça m'a fait penser. Vous savez, depuis plusieurs années, les médias français, les politiques français reprochent à la Chine, reprochent d'ailleurs peu justifiés, de ne pas être très regardante sur les questions de droits humains, de respect de droits humains et de démocratie en Afrique, qui ne sont obsédés que les chinois que par le business, etc. Et c'est vrai que quand on voit cette précision dans ce dossier, on se dit finalement, est-ce que votre fondation n'est pas en train de s'inspirer finalement de ce que vous attribuez, d'ailleurs, c'est pas toujours justifié d'ailleurs, à la Chine dans son approche, dans son offensive sur le continent?
Non, je pense qu'elle est dans la démarche dont parlait Monsieur Menebert tout à l'heure, humaniste. Et quand on est dans l'humanisme, quand on veut apporter un bien-être aux populations, enfin, moi, c'est mon point de vue, ça ne peut pas être conditionnel. On ne prend pas en compte la nature du régime. Mais on y va, c'est pour la population. Après, il y a d'autres moments, d'autres étapes où on regarde la gouvernance. Vous en parliez tout à l'heure, Monsieur Zamba, mais à ce stade, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les gens aient accès à l'électricité, donc accès à l'éducation, accès à la santé. Enfin, est-ce que c'était nécessaire de préciser cela? C'était ça ma question. On aurait pu s'en passer. C'était pas nécessaire de dire bon, pour ça pas de conditions. C'était important. Oui. C'était important de le préciser quand même. C'est pour rassurer certains régimes. Pas du tout. Ah bon. José Menebert. Bon, je pense que on aurait pu faire l'économie de le dire, mais ça a été dit et c'est pas bien grave puisque nous le savons tous. Vous êtes un juge de paix, vous. Ah oui, non, mais nous le savons tous. Nous le savons tous qu'aujourd'hui, les Africains ne se détournent pas de l'Europe parce que les produits européens sont moins bons que les produits chinois. Certes, les Chinois proposent des produits moins chers, mais c'est aussi quelque part parce que les Chinois ont une autre façon de fermer les yeux sur les violations des droits humains. À la limite, pour le Chinois, ce qui l'intéresse, c'est donne-moi ta forêt, j'électrifie ta villa et la rue qui mène à ton village, et les autres, ils peuvent rester dans l'obscurité. Quand je disais que Jean-Louis Borloo aurait pu faire l'économie de le dire, mais il a bien fait de le dire parce que il faut l'avoir dit. Il y a des pays tels que le Royaume-Uni qui fonctionnent avec une constitution non écrite mais conventionnelle. Donc la convention est posée, le verbe est là, ça a été dit. Mais quelque part, en apportant la lumière, demain on prépare l'Afrique à toute une mutation au niveau social, politique et économique, à une transformation totale, et ces régimes seront balayés d'eux-mêmes. Voilà. Rapidement, Maître Zamba, ensuite on écoutera un auditeur. Oui, écoutez, je vais peut-être faire un peu l'oiseau de mauvais augure ici, mais en fait, je ne suis pas sceptique. Vous avez commencé l'émission comme ça, alors voilà, mais je suis plutôt dubitatif parce que je pense qu'il faut pas s'épasser de l'exercice quand même du doute qui permet de donner aux personnes qui prétendent à certaines choses l'occasion de nous prouver que leurs arguments tiennent la route. Alors moi je vais dire une chose, c'est que je pense que je reviens à ce que je disais, qu'on met la charrue avant. Ce que disait Olga Johnson, vous voulez dire. Voilà, exactement ce qu'elle disait, parce que pour moi la priorité pour l'Afrique, je ne dis pas que l'électrification n'est pas une priorité, mais je dis que la bonne gouvernance est le gage est le gage d'une gestion des infrastructures pérennes et durables. C'est-à-dire que quelles que soient les infrastructures qu'on pourrait mettre en route en Afrique aujourd'hui, quand il n'y aura pas de bonne gouvernance, des personnes compétentes qui respectent les règles, qui sont soucieuses de l'intérêt général, c'est serré demain comme les pyramides qu'on voit aujourd'hui. On va dire, ah tiens, un tel avait des bonnes intentions, il avait fait ça finalement, et ça va encore renforcer le préjugé qu'on a déjà des Africains, que c'est des grands enfants. On a essayé de les aider, finalement, voilà ce qui s'est passé. Parce que moi, je reste concret et sur terre, parce que on sait que l'humanisme, je veux bien le croire, comme disait Paul Valéry, que souvent, bon, je n'irai pas jusqu'à... Je me réserve de citer, de dire cette citation. Voilà, cette citation qui est plutôt dure, mais je ne dirai pas, sinon ça va être encore plus compliqué. Voilà, je disais que l'enfer, parfois, est pavé de bonnes intentions. Quand je dis, Jules Ferry, à une époque, pour une mission humaniste, a dit que les races supérieures avaient des devoirs vis-à-vis des races inférieures, c'est-à-dire de les civiliser. C'est-à-dire que... Où est-ce que vous allez là? Vous allez loin là. Non, mais là, en fait, je ne fais pas, je ne compare pas, je ne dis pas que mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'on est humaniste pour être considéré comme tel. Donc, il faut voir la prise en compte des intérêts. Attention, vous frôlez le procès d'intention là. On écoute Marc qui nous appelle. Marc, bonsoir. Prenez vos casques, s'il vous plaît. Avant d'écouter Marc, restez en ligne. Olga voulait juste dire un mot. Non, je voulais répondre en un mot. Là, il faut quand même pas sortir du débat. Là, je peux pas. Vous voyez, le fait même de dire ça, je trouve qu'on va trop loin. Vous avez pris des précautions oratoires, mais là, quand même, de grâce, ne faites pas ce procès-là.
Il faut pas lancer des choses comme ça dans un débat. On est en train de parler de choses concrètes. Donc, si vous commencez à parler de race alors qu'on est sur un sujet d'intérêt général d'accès, oui, mais c'est quand même un exemple très malheureux. Non, je peux pas accepter non, monsieur. Je reconnais que ce n'est pas tout à fait dans le sujet. Accepter ce genre d'exemple sur un sujet comme ça. Franchement. On écoute Marc. On est des gens responsables. Marc va nous ramener dans le sujet, certainement. Marc, bonsoir. Bonsoir, M. Laloupo. Nous vous écoutons avec plaisir. Vraiment, vous faites beaucoup pour l'Afrique, ça c'est bien. Je suis très content de vos émissions. Merci. J'écoute chaque soir j'écoute. Ce que je voudrais dire, je dis aussi bonsoir à tous vos invités. Bonsoir. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que M. Borloo, au soir de sa vie politique, se réveille pour aider l'Afrique. Je trouve que moi, je suis pessimiste. Pessimiste en ce sens que l'insécurité aujourd'hui en Afrique est grandissante. Et nous voyons que c'est même les pyromanes qui sont les Occidentaux. En amenant des fusils en Afrique donnés à des gens pour détruire. Et même nous voyons que s'il faut que ce développement puisse être valable et viable en Afrique, il faut d'abord que la sécurité y soit. Les populations ne sont pas en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est comme si quelqu'un qui, on veut lui donner de l'or et on sent que la personne lui-même se cherche et qui veut lui donner de l'or. Il va faire quoi avec l'or? Vous voyez, ça fait un. La deuxième chose que je voudrais dire encore, c'est que qui est aujourd'hui à nos sociétés d'énergie en Afrique? Surtout dans les pays francophones. Qui détient les sociétés d'énergie? C'est les grandes sociétés françaises. Donc, s'ils veulent réellement nous donner de l'énergie, ils peuvent le faire. Mais ils ne veulent pas le faire. Bon. Parce qu'ils composent avec ceux qui sont nos gouvernants en place, qui ne sont même pas ceux qui devaient être nos gouvernants. C'est votre commentaire et opinion, mon cher Marc. Et puis la troisième chose que je voudrais dire. Rapidement, en un mot. C'est que l'énergie est vraiment gratuite qu'on appelle en Afrique. Ça veut dire qu'on a des grands fleuves. Vous avez parlé du Baradinga. On a des grands fleuves. Oui. Et il y a l'énergie solaire. Le soleil est gratuit. C'est quelque chose de gratuit en Afrique. Et tout cela n'est pas exploité. Voilà. Maintenant, on n'a pas des gens formés. Mais il faut d'abord commencer par la formation, donner le transfert d'énergie, qu'on appelle des technologies qui est l'innovation, avant qu'on ne puisse parler de ce genre de choses. Il tombe comme ça et puis maintenant il dit bon, j'ai tel nombre de milliards et que je vais faire telle chose. Moi, je suis pessimiste. D'abord, à cause de l'insécurité, de tout. L'insécurité. Je trouve que l'argent va tomber dans les mains de leurs amis et ils vont encore bouffer. Voilà, c'est tout. Merci Marc. Olga Johnson vous répond. Bonsoir Marc. Pour répondre à vos interrogations, il est évident, on n'a pas eu le temps de rentrer dans le détail, mais c'est 200 milliards évidemment. Il y a une grande partie qui va servir sur 10 ans, qui va servir à la formation. De toute façon, même si on apportait à travers l'agence l'ingénierie nécessaire, l'idée c'est quand même de former sur place des Africains pour la maintenance, ça a l'air de rien. Il faut maintenir les installations et faire de l'ingénierie derrière. Donc il y a quand même tout un grand plan de formation derrière. Et vous parliez d'insécurité. Je pense que l'insécurité est quand même encore plus grande quand on est dans le noir. Vous pensez pas? Ah ben voilà, dans les réponses. José Mélébert. Oui, alors je vais juste rappeler un peu comment l'Europe a évolué. Si vous permettez, si on regarde l'histoire européenne aujourd'hui, nous sommes un peu à l'époque de la révolution technologique. Elle a été précédée par la révolution industrielle au milieu du 19e siècle. Et de la révolution politique, dans le cas de la France, c'était en 1789. Mais cette révolution politique a été elle-même précédée par une révolution spirituelle, intellectuelle et culturelle. Si vous allez en Chine, vous retrouvez le même schéma, révolution culturelle, puis la Chine d'aujourd'hui, le Japon, l'ère Meiji, puis le Japon d'aujourd'hui. L'Afrique n'est pas passée par cette révolution intellectuelle. Aujourd'hui, culturelle, oui. Comment va-t-elle y arriver à l'ère où le livre, on lit de moins en moins, donc il y a une moindre production, et que l'information circule par tous les réseaux, Internet et autres, s'il n'y a pas d'électricité. Donc, quelque part,
je pense que ce sont des choses qui vont arriver. On arrivera à fabriquer nous-mêmes nos turbines un jour, nos plaques photovoltaïques un jour, mais en tout cas, en l'état actuel, on ne le fait pas. Même si on a le soleil, on a l'eau, on a tout ce qu'on a, on ne le fait pas. Donc, au lieu de continuer à faire que du business avec les pays émergents, la Chine et autres, qui sont très loin et qui ne sont pas menacés par l'Afrique, saisissons cette opportunité. Voyons ce que va faire Monsieur Borloo maintenant avec, moi j'ai lu autre chose, j'ai lu que la subvention était de 4 milliards d'euros par an. Par an, oui, ça fait à peu près... Sur 10 ans, ça fait 200 milliards. Voilà, sur 200 milliards. Voilà. Ce qui est à la portée, évidemment, d'un continent. Hein. On va marquer une pause encore. J'ai fait le bon calcul? Non, je pense pas. Parce que, alors, je voulais dire que il y a la subvention de 4 milliards par an pendant 12 ans et de 200 milliards d'euros qui, là, c'est un prêt qui sera fait à la Fondation. Eh bien voilà, on va marquer une pause. Retour dans 2 minutes pour la suite et les conclusions de ce débat. Tout de suite. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le défi de l'énergie en Afrique, suite et fin de ce débat avec Olga Johnson, chargée des relations avec les institutions et avec la diaspora de la Fondation Énergie pour l'Afrique, fondation créée par Jean-Louis Borloo. Et nous sommes en compagnie également de José Ménébert, économiste, spécialiste des questions de développement et de coopération. Notre débatteur polémiste invité, Maître Brice Zamba. José Ménébert, on parlait de chiffres, Olga Johnson, on parlait de chiffres juste avant la pub, parce qu'on veut bien comprendre tout ça va être financé comment. Il faut donner des indications très précises maintenant pour les auditeurs. Il nous reste 10 minutes, il faut aller très très vite. José Ménébert, vous dites 4 milliards par an, donc voilà. 4 milliards par an de subventions pendant 12 ans. Oui. Ça fait donc à peu près 2623 milliards de francs CFA par an. C'est quasiment le budget de certains États africains. Ça, c'est la subvention, donc non remboursable. Et il y a un prêt de 200 milliards d'euros, c'est-à-dire 132 000 milliards de francs CFA. Là, c'est un prêt et le prêt à la viendrait Fondation. D'où? Le prêt viendrait, il y a un soutien donc du gouvernement qui... De quel gouvernement? Juste une précision, dans les 200 milliards, la subvention est comprise, dont 50 milliards de subventions, à peu près qui correspondent aux 4 milliards par an, pour préciser. De toutes les façons, voilà. Ça resterait ça reste marginal même, parce que 4 fois 12, ça nous fait 48. Oui, 50. Sur 200, ça reste très faible. Et même, moi, j'ai lu que c'était deux choses totalement distinctes. Donc, ça ferait plutôt 248. Plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là? Mais ça reste des montants. Oui, ça reste des montants. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre une initiative, je dirais, civile de la part d'un homme comme Jean-Louis Borloo avec sa fondation et l'action de l'État français, parce que l'État français quand même intervient massivement là sur le plan financier, sans compter évidemment cette visite surprise de François Hollande hier qui marque un soutien massif de l'État français à cette initiative. Francis, la confusion n'est pas... J'ai juste une question qui me taraude l'esprit, juste une question, puisqu'il y a une partie qui va être, donc il y aura de l'argent qui va être prêté à l'agence. Il y a donc dans le financement. Donc l'agence, on va lui prêter de l'argent pour qu'il investisse cet argent-là en Afrique pour électrifier l'Afrique. Et elle fait comment l'agence pour rembourser aux créanciers? Alors, à partir du moment où il y a un prêt, il y a un remboursement. Mais je pense que il n'y a nulle part au monde une électricité gratuite, en tout cas un service public qui soit gratuit. Et ça, nous devons donc il faudrait apprendre payer. à vivre. Donc les bénéficiaires vont devoir payer. Les États qui rembourseront. Quelque part. Alors justement, ça me permet, parce qu'il nous reste 8 minutes. C'est pas aussi gratuit que ce qu'on nous dit. Puisque vous êtes un spécialiste, José Ménébert, il existe toujours en Afrique des services publics de l'électricité. Oui. Comment on fait? On les réforme, on les réoriente. Comment on fait dans ce contexte? On leur apporte pour ceux qui existent déjà et qui fonctionnent, ils auront un complément en termes d'ingénierie pour mieux apporter le service et pour le développer. Encore une fois, un soutien massif à ce qui existe déjà à certains endroits et un complément de dotation là où il n'y a rien. Je voulais quand même compléter ce que disait José Ménébert tout à l'heure en disant que quand même l'Afrique a la 2e forêt du monde. Et on ne le dit pas assez souvent et que le fait d'apporter de l'électricité aussi permet de lutter contre la déforestation quand on voit qu'il y a 80% de l'énergie aujourd'hui qui est produite par le bois. Donc c'est aussi même au Sahel. Mais quand je vois tout ce que vous avez à faire, Olga Johnson, avec cette fondation, vous en avez pour 20 ans, pour 30 ans, c'est pas 10 ans, quoi. Je veux dire que vous êtes d'accord?
c'est pas une messe à faire quand même. On fait, parce que ça touche quand même c'est possible si tout le monde s'y met et retrousse les manches, c'est possible. Oui, parce que là, on n'a pas parlé des énergies renouvelables, on n'a pas parlé des énergies qui vont être prises en compte, je veux dire que pour mettre en place ces plans, y compris le solaire notamment, les énergies propres. Vous parlez de la forêt notamment, parce qu'il faudra orienter évidemment des actions précises vers la gestion de la forêt. Enfin, il y en a beaucoup plus que 10 ans. Ceci dit, une question quand même que je tiens absolument à vous poser avant la fin de l'émission, parce que ça va très très vite. On sait que la Chine compte aussi investir dans ce domaine en Afrique. Et je sais que José Mélébert est très réservé à l'égard des pays émergents. Alors cette semaine, on a pris le lancement aussi par Schneider Electric, en partenariat avec l'agence française de développement, l'AFD, de quelque chose qui s'appelle Energy Access Ventures Fund, un fonds d'investissement pour le développement de l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne. Alors, en quoi l'initiative de Jean-Louis Borloo va se distinguer de celles qui sont en cours actuellement? Parce que, voilà, c'est pas une initiative, je veux dire, c'est pas, elle est originale, certes, mais enfin, il y a d'autres acteurs aujourd'hui en mouvement sur le continent. Olga Johnson. Il ne cherche pas à se distinguer. Ah. Il a eu une idée, il la porte, il ira jusqu'au bout. C'est un projet pour le monde, c'est vital, c'est indispensable, il va le faire. Il y a de la place pour tout le monde, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Et il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'exclusive pour Jean-Louis Borloo. Il risque pas d'y avoir des nœuds, je veux dire, avec l'AFD par exemple, qui... L'AFD est en soutien, nous soutient, est partenaire de notre initiative. Totalement. Mais tout le monde vous soutient finalement. Bon, c'est un bien grand mot. Tout le monde, ne soyons pas ce sont des synergies. Non, mais Jean-Louis Borloo est un homme fédérateur. Sauf Monsieur Zamba, peut-être. Sauf Monsieur Zamba. Ce que je constate, moi, mon cher Francis, c'est que l'Afrique. Oui, je terminerai là. L'Afrique était un grand marché. Parce que l'Afrique est encore en jachère, tout est à faire. Et l'Afrique, comme toujours depuis bien longtemps, suscite toujours des convoitises. Et moi, je pense que on saura davantage quand on comprendra les mécanismes de financement de cette agence et comment cette agence va faire pour rembourser les fonds qui vont lui être prêtés. Je pense qu'on en saura davantage à partir de ce moment-là. Parce qu'on nous a dit que c'est gratuit, mais là on a appris qu'il va falloir payer quand même. José Mélébert, ensuite Olga Johnson conclura. Je pense que l'Afrique, par toutes ces initiatives qui se créent autour d'elle, est en train de se positionner en femme vraiment convoitée par tous les prétendants de la planète. Et elle doit aussi, quelque part, puisque les autres font des projets pour elle, elle-même se faire des projets pour elle-même, afin que ces projets aillent à la rencontre de ceux qu'on lui apporte. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, le problème de la lumière reste vraiment crucial. Et les techniques existent, qu'elles soient solaires, thermiques, enfin, elles sont là. Et la seule chose qui manque à l'Afrique, c'est le capital pour acquérir la technologie de base. Et ensuite, il y a un effet dont parlait Deming dans sa roue, d'amélioration continue qui permettra comme ça, en quelque sorte, en sortant l'Afrique de l'obscurité, c'est toute l'humanité qu'on sort des ténèbres. Et en plus, ce débat nous a permis de découvrir vos premières amours, comme vous disiez, une spécialité qui est la vôtre, qu'on ignorait jusqu'à présent. La société d'investissement en énergie à la Caisse des dépôts. Voilà. Écoutez, c'est une information intéressante pour ce grand débat. Olga Johnson. Je voulais juste préciser que la Banque africaine de développement est en charge du travail de préfiguration de l'agence d'électrification de l'Afrique. Je pense que c'est une précision importante qu'il fallait apporter au débat. La BAD est partenaire de l'opération. Est partenaire de l'opération et ce sont les experts de la BAD qui vont mettre en place la préfiguration de l'agence. C'est quand même très important pour nos auditeurs comme information. Alors vous avez donc hier informé la presse sur cette opération. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes un peu dépassé, je dirais, par les attentes? Parce que maintenant, il faudra y aller, quoi. Il faudra maintenant devenir opérationnel. Maintenant, ça a commencé là maintenant. Maintenant que tout le monde est informé, maintenant que vous avez en quelque sorte posé la première pierre de cette initiative, il faudra maintenant devenir opérationnel. Est-ce que ça vous impressionne vous-même? Est-ce que vous avez un peu le trac face à cette espèce comme ça, je dirais, de grande marche qui vous attend jusqu'à, je vous souhaite ça, pendant les 10 années à venir. On est au travail. C'est vrai que c'est une énorme responsabilité, vraiment.
Et on a été effectivement très surpris par l'engouement. On a reçu des dizaines et des dizaines de mails et je demande pardon déjà par avance à ceux qui nous ont envoyé des messages depuis hier, de soutien, de questions pour certains, des interrogations auxquelles on va prendre le soin de répondre vraiment entièrement. C'est une responsabilité, mais je pense que quand on s'engage dans un projet comme ça, on s'engage dans un projet pour lequel on n'a pas le droit d'échouer. Et Jean-Louis Borloo sera moteur ou plutôt va vous accompagner sur un peu à côté Jean-Louis Borloo, quand il fait quelque chose, est toujours moteur de ce qu'il fait et il a prouvé, je pense, à Valenciennes, il a prouvé à la rénovation urbaine. Mais il ne veut pas que la fondation porte son nom. C'est pas qu'il ne veut pas, la question, c'est pas le sujet. La question n'est pas là. Et au Grenelle de l'environnement. Donc, Jean-Louis Borloo, c'est une méthode, c'est une énergie, c'est un dynamisme. Et nous, on est très heureux de l'accompagner dans cette aventure. Et sa santé, ça va? Il va très bien. Merci. Beaucoup d'énergie. Écoutez, très très bien. On s'appelle Énergie pour l'Afrique. Donc, Énergie pour l'Afrique. Énergie pour l'Afrique, l'association Énergie pour l'Afrique. J'ai le document sous les yeux. Alors, je vais lire quand même une page de ce document qui présente donc ce projet Énergie pour l'Afrique. L'obscurité appelle l'obscurantisme. Quand la lumière appelle les lumières. L'espoir démocratique des peuples, c'est d'abord la foi en un quotidien meilleur avant de rêver à une quelconque alternance politique. L'électricité est un bouleversement qui contribuera considérablement à l'apaisement des tensions géopolitiques. C'est un document intéressant qu'il faut lire. L'Afrique est notre plus grande chance. Qui est disponible sur notre site internet. Notre plus grand enjeu. Voilà, c'est disponible pour votre site internet. Dites-le l'adresse. Donc www.energiepourlafrique.org. Tout attaché. Alors, bonne chance pour cette longue marche. J'ai dit longue marche en pensant un peu à vous, José Menebia, parce que vous évoquiez la révolution culturelle en Chine. Oui. Évidemment, c'est pour ça que ça m'a fait penser à la longue marche, évidemment. Vive la révolution culturelle en Afrique également. Merci d'être venu. Merci à tous. Merci Olga Johnson. José Menebia, merci beaucoup. Maître Brice Zamba, merci infiniment. Merci à Stéphanie Hartmann, chargée de production, et à Hélène Bizio, réalisatrice du Grand Débat. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous et portez-vous bien. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat